Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Santé Technologie. Ce mois-ci, nous avons choisi de vous parler des maladies rhumatismales et du rôle que peut avoir le sport dans le traitement de ces maladies. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Nguyen. Bonjour Christelle. Bonjour Maxime. Vous êtes spécialiste en médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Cochin à Paris. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné de Lionel Commol. Bonjour Lionel. Bonjour Maxime. Vous êtes directeur de la Fondation Arthritis et vous êtes auteur de l'ouvrage La colonne bambou. Nous en parlerons pendant cette émission. Laurent Grange est également avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes docteur et rhumatologue au CHU de Grenoble-Alpes. Et enfin Jérôme Guicheux. Bonjour Jérôme. Bonjour Maxime. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et vous êtes spécialisé en médecine régénérative. Voilà, nous allons parler des maladies rhumatismales pendant cette émission. C'est parti pour la première partie. Première partie de votre émission Sport Santé Technologie. Vous ne le savez peut-être pas, mais les maladies rhumatismales concernent plus de 20 millions de Français et elles peuvent être très invalidantes. On parle de maladies ostéo-articulaires, on parle également de maladies auto-immunes. Et c'est avec vous qu'on va commencer. Laurent Grange, vous êtes rhumatologue, donc vous fréquentez beaucoup de patients dans le cadre de votre activité au CHU de Grenoble-Alpes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les pathologies, les maladies les plus fréquentes que vous rencontrez ? Alors si on fait un classement ou un podium, en premier c'est le mal de dos qui touche, on sait que 80% des gens auront mal au dos. Le mal du siècle. Le mal du siècle par exemple. Ensuite en deuxième position, je mettrai peut-être l'arthrose évidemment, 10 millions de Français, 17% de la population touchée par cette maladie. Troisième position, je mettrai l'ostéoporose puisque c'est 4 à 5 millions de Français, une femme sur 3, un homme sur 5 qui vont souffrir de fractures après 50 ans par exemple. Ensuite on a les rhumatismes inflammatoires qui touchent moins de personnes, mais qui sont assez contraignantes et avec un impact important, notamment la polyarthrite rhumatoïde, les spondyloarthrites. Puis on a 200 maladies, donc on a vraiment dans rhumatisme. On a le choix quoi. On a le choix. Quand on parle de mal de dos, on parle plutôt de lombalgie. Le mal de dos, oui, c'est la lombalgie, mais ça peut toucher également le segment dorsal ou le segment cervical également. Alors, Christelle Nguyen, est-ce que vous pouvez nous rappeler parmi les maladies que l'on vient d'évoquer, il y a des maladies auto-immunes. Déjà, est-ce qu'on peut les rappeler et surtout rappeler ce qu'est une maladie auto-immune ? Alors oui, tout à fait. Les maladies auto-immunes, c'est une sous-catégorie en fait de maladies qui peuvent toucher les articulations. Très brièvement, le système immunitaire, c'est ce qui nous permet de nous défendre contre une agression extérieure. Et dans certains cas, ce système immunitaire s'active même quand on n'a pas d'agression extérieure. Et cette activation du système immunitaire peut toucher les articulations, la colonne vertébrale ou les zones d'insertion des tendons et causer des maladies rhumatismales inflammatoires. Donc la plus emblématique, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Plus d'1 million de personnes qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde, mais c'est beaucoup de maladies qui touchent un peu moins de personnes, mais qui au total touchent plus de 5 millions de personnes. Et on dit souvent que c'est le corps qui se retourne contre lui-même. Quel est le mécanisme finalement qu'on comprenne bien ? Alors, c'est vrai qu'il y a une activation des cellules de l'immunité. Celle-ci est tout à fait normale pour se défendre contre les agressions. Néanmoins, chez certaines... Il n'y a pas d'agression ? Eh bien oui, justement. Donc, il y a des facteurs qui favorisent en fait une activation anormale du système immunitaire. On sait qu'il y a la participation de la génétique, des facteurs environnementaux, peut-être des facteurs hormonaux, c'est des maladies qui touchent de manière très prédominante les femmes. 80-90% des patients qui ont des maladies auto-immunes sont des femmes. Donc c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui vont favoriser cette activation anormale du système immunitaire qui peut se retourner contre les articulations, mais aussi d'autres organes, les poumons, le cœur, le rein. Donc c'est pas que des maladies des articulations, ces maladies auto-immunes. Alors, Laurent Grange, on vient de parler des maladies auto-immunes, on a aussi parlé des maladies ostéo-articulaires. Est-ce qu'il y a un point commun à toutes ces maladies ? Ou des points communs. Des points communs. Le premier point commun, c'est que toutes ces maladies touchent, comme on l'a dit, l'appareil ostéo-articulaire, les os, les articulations, l'insertion du tendon sur l'os qu'on appelle une anthèse. Tout ça, c'est un premier point commun. Un deuxième point commun, je vais parler en tant que rhumatologue, c'est la rhumatologie qui gère, qui traite l'ensemble de ces maladies. C'est un deuxième point commun. Et le troisième point commun, on va, je pense, en reparler, c'est que l'activité physique fait partie et le point commun dans le traitement de l'ensemble de ces maladies. C'est ça. Donc en fait, le traitement de base pour l'ensemble de ces maladies, il n'y a pas un médicament miracle,
mais c'est l'activité physique. Alors si, il y a des médicaments miracles, on va peut-être en parler, c'est des nouveaux médicaments qui sont arrivés, les biothérapies, notamment dans les années 2000, là, qui ont transformé la vie des patients souffrant de rhumatisme inflammatoire, dont la spondylarthrite, la polyarthrite. Mais le sport ou l'activité physique est fondamentale, par exemple dans la lombalgie mécanique, où là c'est le traitement de référence. Et puis dans les autres pathologies, le sport ou l'activité physique, je parlerai plutôt d'activité physique, est en complément des médicaments de référence et est importante également. Et est-ce que ça c'est nouveau? Est-ce que c'est un nouveau paradigme que de prescrire du sport? Est-ce qu'on n'avait pas tendance à dire avant vous avez mal, surtout bougez pas? Alors ça, c'est ce qu'on disait il y a 40 ans. Moi, je n'ai pas connu la rhumatologie. Quand on avait une sciatique, c'était 3 semaines au lit et on ne bougeait plus. Maintenant, on sait très bien que lorsqu'on a une lombosciatique, par exemple, il faut essayer de reprendre une activité, rebouger dès que possible. Mais dans les rhumatismes inflammatoires, par exemple, c'est fondamental de bouger. Pourquoi? Parce que si on bouge lorsqu'on a une polyarthrite ou une spondylarthrite, eh ben on sera moins fatigué, on aura moins de douleur, on aura une meilleure qualité de sommeil, par exemple, on aura moins d'impact fonctionnel sur la vie quotidienne, tout simplement parce que les muscles vont protéger les articulations et les muscles vont sécréter, lorsqu'on les fait fonctionner, des molécules, notamment anti-inflammatoires ou antioxydantes, qui vont participer à l'amélioration. Et globalement, on améliore la qualité de vie des patients qui souffrent de rhumatisme quand on bouge. Lionel Comol, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La colonne bambou. Dans cet ouvrage, vous racontez votre histoire, celle d'un enfant qui a des douleurs, mais à qui on ne diagnostique rien. Du coup, c'est un peu dur, ça dure plus de 15 ans. Racontez-moi votre histoire. Eh bien, effectivement, du plus loin que je me souvienne, en fait, les premières douleurs sont arrivées très très tôt. J'avais entre 7 et 9 ans et c'était sous forme de cauchemar. Hyper récurrents, toujours les mêmes, c'était des serpents qui venaient de me mordre le dos ou alors des citernes qui explosaient dans mon dos et j'avais des bouts de métal qui venaient me rentrer dans la colonne vertébrale. Alors tous les matins, je me réveillais en pleurant, on ne savait pas vraiment pourquoi. Là, vous avez 7 ans là. Et là, j'ai à peu près 7 ans, entre 7 et 9 ans. Ça marche. Et après, au fil du temps, eh bien, je me suis plaint de plus en plus de douleurs au dos, plus le matin, un peu plus dans la matinée, parce qu'en fait, ces maladies du système immunitaire sont très douloureuses en fin de nuit, début de matinée, et ça peut continuer sur la matinée. Et puis, les douleurs devenaient de plus en plus fréquentes. Mais pendant 15 ans, j'ai eu un chemin de croix pour essayer de savoir les raisons pour lesquelles j'avais mal. Et justement, quelles étaient ces raisons? Le nom de votre maladie, c'est quoi? À quel moment on le diagnostique et qui le diagnostique? Eh bien, c'est un rhumatologue qui le diagnostique après avoir fait une formation. C'est pour ça que c'est important de communiquer largement sur ces maladies-là, parce que quand on est un enfant, on ne peut pas imaginer qu'un enfant peut avoir du rhumatisme. Eh bien, je suis l'exemple en fait, et plein d'autres enfants en France sont l'exemple que le rhumatisme, ce n'est pas des maladies qui sont réservées aux personnes âgées. Et donc effectivement, un rhumatologue qui me sort un nom hyper barbare de spondylarthrite ankylosante quand j'avais une vingtaine d'années. Et là, c'est quoi ça, quoi? Je savais pas ce que ça voulait dire. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme information sur la spondylarthrite ankylosante. Et puis là, j'ai vraiment pris peur parce que l'issue de cette maladie, elle n'est pas tout à fait celle que j'avais imaginée dans ma vie, en fait. Alors, vous êtes un sportif de haut niveau également. Est-ce que c'est vous qui choisissez du coup de choisir le sport comme solution, ou c'est ce médecin qui vous le prescrit et qui vous dit, Lionel, il faudrait que vous vous mettiez au sport parce que ça sécrète des facteurs anti-inflammatoires, enfin c'est une solution potentielle. Et non, et moi quand on ne savait pas ce que j'avais, on me disait que j'avais peut-être une hernie discale, que je grandissais trop vite, que mes articulations étaient un peu abîmées, on ne savait pas trop. Et les médecins me disaient qu'il fallait absolument que j'arrête le sport. J'y croyais pas. Ah oui. Et tout ce que dit Laurent, je l'ai vécu, et la réalité c'est que si aujourd'hui je suis en capacité de pouvoir continuer une activité physique et professionnelle vraiment hyper dynamique, c'est parce que ça fait 30 ans que je fais du sport quotidiennement. Tous les matins, vous levez à 5h30 et vous faites des exercices de souplesse, en plus de votre activité de sportif de niveau, vous êtes pilote. Exactement. Je fais ça tous les matins parce que c'est une nécessité pour mon corps de pouvoir se réveiller, dérouiller ses articulations
Et une certitude, ça repousse les effets de ces maladies. Quand on bouge, les articulations sont lubrifiées, sont activées différemment et du coup, évidemment, ce n'est pas un traitement, mais par contre, c'est un accompagnement qui est absolument nécessaire. Tout ce qui a été dit tout à l'heure, je cautionne à 100%. On a mis 15 ans à vous diagnostiquer. Qu'en est-il aujourd'hui du diagnostic? Est-ce que c'est toujours aussi long? Est-ce que vous êtes légitime pour répondre à ça? Alors oui, c'est toujours aussi long. Je suis légitime parce que je travaille aujourd'hui dans une fondation qui finance la recherche médicale et qui est proche des patients. Oui, c'est long, surtout pour les spondylarthrites parce que c'est des maladies qui sont un peu multifactorielles. Aujourd'hui, la moyenne de diagnostic, c'est 5 ans. C'est déjà trop parce que pendant 5 ans, on a aussi les moyens d'apporter des solutions de traitement qui peuvent améliorer le patient. Et sincèrement, quand moi j'ai été diagnostiqué, j'ai pu accéder à un traitement issu de la recherche, un traitement de pointe dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle les biothérapies. Ça a transformé ma vie. J'étais quasiment au bout de mes forces. J'essayais tous les matins de faire des activités, mais ça devenait de plus en plus difficile. Je me sentais. C'était quand ça? C'était en 2003, l'été de la canicule, je m'en souviens encore. J'ai passé 1 an où j'étais sous morphine forte dose, où me lever le matin, ça devenait quelque chose de quasi impossible. Et d'un seul coup, j'ai pris un traitement. En 1 mois et demi, ça a transformé ma vie. J'ai pu reprendre évidemment le sport automobile et mon activité professionnelle de façon quasi naturelle. Christelle Nguyen, vous côtoyez dans le cadre de votre activité des sportifs de haut niveau. Est-ce que les sportifs de haut niveau peuvent quand même réussir à vivre de leur sport et avoir une carrière normale? Alors c'est très intéressant, en fait, il est très particulier le cas des sportifs de haut niveau parce que c'est vrai que leur corps, c'est aussi leur instrument de travail. Donc il y a cet objectif de pouvoir se maintenir en forme, y compris quand on a une maladie qui touche justement son corps, ses articulations. Donc oui, l'enjeu ici, c'est de pouvoir accompagner le sportif, d'abord poser un diagnostic. Souvent, quand on a des patients qui viennent, qui sont sportifs de haut niveau, qui viennent pour une douleur, une plainte articulaire, il y a beaucoup d'errance diagnostique et il y a le premier point, c'est dire ce que les patients ont, de sorte à pouvoir ensuite les accompagner de la manière la plus précise. Cet accompagnement, ça peut se faire avec des médicaments, comme le cas de Lionel, avec des traitements qui sont vraiment efficaces aujourd'hui sur certaines pathologies de l'appareil locomoteur, mais aussi proposer un accompagnement par de l'activité physique adaptée et des exercices. Alors c'est un peu surprenant, sportif de haut niveau, on se dit la forme physique est déjà au top, mais en fait, en faisant un bilan un petit peu plus précis des capacités physiques des sportifs de haut niveau, on se rend compte qu'il y a aussi parfois certains défauts, certains manques de préparation qui peuvent être tout à fait corrigés par des programmes de rééducation et d'activité physique adaptée. Donc ça, c'est un deuxième message aussi important. Même si on est sportif de haut niveau, il y a toujours des traitements physiques qui peuvent améliorer le physique. Et enfin, il y a un troisième point, c'est que il y a toute la participation psychologique du sport de haut niveau. Cet accompagnement, il est aussi particulier chez ces sportifs. On ne peut pas juste traiter le corps, il faut aussi accompagner pour que les performances soient soutenues par un mental d'acier et sans faille. C'est pas toujours facile quand on est malade, quand on tombe malade. Et puis sur les rhumatismes inflammatoires, c'est assez exceptionnel les sportifs qui arrivent à rester au plus haut niveau avec un niveau de performance. On a des exemples? Il y a des exemples. Caroline Wozniacki, par exemple, qui il y a 2 ans, été diagnostiquée d'une polyarthrite rhumatoïde et qui finalement s'est arrêtée il y a quelques mois. À cause de ça? À cause de ça, parce qu'en fait, malgré tout, les performances sont un tout petit peu moins présentes. Et on sait que ces sportifs-là, l'important, c'est d'être au top. Jérôme Guicheux, je vous donne la parole. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objet de vos recherches? Vous travaillez, je crois, sur l'arthrose et le disque intervertébral. Oui, Maxime. Alors, donc, je dirige un laboratoire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et on s'intéresse à ces deux affections articulaires, que l'arthrose, plutôt côté genou et hanche, et puis aussi le disque intervertébral qui peut subir le même type d'atteinte que les genoux avec ces maladies inflammatoires un peu dégénératives. Alors le disque, c'est pas du cartilage, hein? Alors d'un point de vue développement, croissance, c'est un tissu
tout à fait particulier, vraiment différent du cartilage qu'on retrouve dans les articulations périphériques, type la hanche ou le genou. D'un point de vue embryonnaire, l'origine est totalement différente. Malgré tout, ces deux tissus présentent, en termes d'évolution de leur maladie arthrosique, de grandes similitudes, ce qui fait que souvent les traitements qu'on peut proposer pour un genou peuvent se retrouver utiles dans le traitement, par exemple, des discopathies. Donc c'est pour nous l'occasion de faire fructifier des recherches plus anciennes sur le cartilage articulaire, aujourd'hui dans ces nouvelles applications que sont le disque intervertébral. Là, on parle du sport comme solution à ces maladies, mais vous ne travaillez pas vraiment sur le sport comme solution. Vous êtes plus dans le côté peut-être biothérapie d'ailleurs. On est plus, on va dire, en amont, où on essaye de découvrir les mécanismes qui conduisent ces articulations à devenir malades. On essaye de comprendre comment elles deviennent malades. Et éventuellement, de ces découvertes-là, faire naître des nouvelles approches thérapeutiques qui peuvent être basées sur les biothérapies, comme vous le mentionnez tout à l'heure, mais également sur le recours aux activités physiques adaptées. On a des modèles animaux qui miment la maladie humaine chez le chien ou chez les petits rongeurs, et on a les moyens de faire courir des chiens ou faire courir des souris et contrôler leur activité physique et regarder les conséquences sur la santé de leurs articulations, également sur leur santé mentale. Il y a beaucoup de tests qui permettent de mesurer l'effet du sport sur les activités cognitives de petits rongeurs et sur leur activité physique. On a des tests qui permettent de mesurer chez les petits rongeurs leur activité cérébrale, par exemple, voilà, et surtout de mesurer la vitesse à laquelle ils se déplacent, à laquelle ils courent, est-ce qu'ils boitent, est-ce qu'ils ne boitent pas. Et donc on a des moyens pour mimer les maladies humaines chez ces animaux. Christelle Nguyen, vous avez choisi, vous, de travailler sur le mal du siècle, le mal de dos. Sur quoi portent vos recherches spécifiquement ? Alors, notre recherche, elle est vraiment très centrée sur les patients. En fait, pour faire une synthèse de toutes ces années de recherche, il y a une chose que l'on sait des données de la littérature scientifique, c'est que l'exercice, c'est un traitement qui fonctionne pour le mal de dos. Et finalement, cette question-là, elle est en quelque sorte résolue. On sait que l'exercice et l'activité physique, c'est essentiel pour réduire les douleurs, améliorer les activités du quotidien et améliorer la qualité de vie. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Une fois qu'on a dit ça, l'activité physique est très utile, comment on peut faire de l'activité physique à un patient qui a mal au dos ? Et il y a un chiffre qui est assez marquant, quand bien même un traitement est efficace, il n'y a que 30% des patients qui le prennent, que ce soit pour le diabète ou que ce soit pour faire des exercices. Ils le prennent, c'est-à-dire vous leur prescrivez un traitement, on vous dit ça va marcher. Absolument. Et il y en a 7 sur 10 qui ne le prennent pas. Il y en a 7 sur 10 qui ne le prennent pas. Il y en a pratiquement 50% qui ont l'ordonnance mais qui ne vont pas à la pharmacie. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, le traitement est parfois considéré comme un fardeau. Ça veut dire que de prescrire des exercices à un patient représente une charge mentale. Et en fait, on a des difficultés à faire de l'activité physique, quand bien même c'est le bon traitement. Donc, une grande partie de notre recherche actuelle, c'est d'essayer de trouver les moyens pour faire mieux adhérer les patients à leur traitement. Et on sait qu'un patient qui adhère à son traitement, c'est un traitement qui va fonctionner. Donc une grande partie de ma recherche actuelle est fondée sur ce principe d'améliorer l'adhésion au traitement non pharmacologique, à l'exercice, à l'activité physique. Donc c'est d'ailleurs des projets qui sont soutenus par la fondation Arthritis et où on essaye de développer des solutions technologiques, par exemple de coaching numérique, pour justement supporter l'engagement des patients dans des traitements dont on sait qu'ils fonctionnent. Merci Christelle Nguyen et surtout merci pour la transition puisque nous allons parler du financement de la recherche. C'est dans la seconde partie de notre émission. De retour dans Sport Santé Technologie pour la seconde partie de notre émission. Nous allons parler du financement de la recherche. L'OMS et l'ONU ont défini comme objectif principal celui de la décennie 2020-2030, le Healthy Aging, traduction le bien vieillir. Et ça tombe bien parce que nous allons être de plus en plus, l'enjeu est de taille. Les personnes âgées de plus de 60 ans vont doubler d'ici à 2050, passant de 1 milliard à 2,1 milliards. Et à noter aussi qu'à partir de 2030, ces personnes âgées de plus de 60 ans seront plus nombreuses
nombreuses que les enfants âgés de moins de 5 ans. Lionel Comol, vous êtes directeur général de la Fondation Arthritis. Votre métier, c'est de financer la recherche. Présentez-nous un petit peu votre fondation et son activité. Eh bien, cette fondation est née il y a maintenant plus de 30 ans, en 1989. Elle a eu sa reconnaissance d'utilité publique en 2006 et depuis a une activité de financement de la recherche le plus largement possible. C'est le seul d'ailleurs organisme privé de financement de la recherche médicale en France. C'est ça, vous êtes privé, hein? Ah oui, on est privé, c'est une fondation reconnue d'utilité publique. Donc qui finance? Privé. Eh bien, c'est l'ensemble des téléspectateurs, les donateurs et tous les partenaires de la fondation, puisqu'on fait des appels à générosité publique. Et ensuite, avec le conseil scientifique, on choisit les projets de recherche qu'on finance pour que notre recherche puisse impacté. On a changé notre stratégie de recherche. Aujourd'hui, on veut vraiment que ce financement soit dans la recherche à la fois fondamentale mais aussi translationnelle pour qu'elle puisse aller le plus vite possible chez le patient. Alors cette recherche, c'est de l'immunothérapie, évidemment, de la génétique, mais c'est aussi de la mécanique de l'articulation, c'est de l'intelligence artificielle. On essaie d'intégrer les ruptures technologiques, l'innovation dans notre recherche pour justement aller plus vite et que le patient en bénéficie le plus vite possible. Justement, Jérôme Guichet, est-ce que vous pouvez nous faire un petit focus sur les recherches que vous faites et qui sont financées par la Fondation Arthritis? Oui, alors j'ai eu la chance de coordonner le premier réseau de recherche français financé par la Fondation Arthritis qui a débuté ses travaux en 2015. Le projet aujourd'hui est terminé. Comment il s'appelle? Il s'appelait Rhode. L'objectif, c'était de réunir 7 laboratoires français et leurs centres hospitaliers affiliés dans un objectif commun, double. Un premier objectif était, alors c'est un mot un peu barbare, on parle de stratification des patients, était de mieux comprendre comment est-ce qu'on pouvait classer les patients en fonction du type d'arthrose qu'ils pouvaient avoir. On sait aujourd'hui que l'arthrose n'est pas une seule et unique entité, qu'il existe différents types d'arthrose. Donc un des objectifs de Rhode, c'était vraiment de pouvoir classer les arthroses dans différentes catégories avec l'idée derrière de pouvoir proposer des traitements personnalisés et mieux adaptés au type d'arthrose. C'est probablement ce qui explique les échecs des traitements de l'arthrose ces 15 dernières années. On a voulu trouver un traitement universel pour l'arthrose et en fait probablement qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'interroger sur ne faudrait-il pas trouver un traitement adapté à tel ou tel type de patient qui présente tel ou tel type d'arthrose. Donc ça c'était le premier objectif de Rhode. Le second objectif était de mieux comprendre comment est-ce que les cellules souches et les biomatériaux pouvaient répondre aux besoins thérapeutiques des patients. Et donc on a beaucoup travaillé avec un laboratoire à Montpellier notamment pour essayer de mettre en évidence l'utilité potentielle des cellules souches. Il y a des essais cliniques aujourd'hui qui sont en cours, tant dans l'arthrose du genou que dans la lombalgie. Le laboratoire du professeur Jorgensen. Tout à fait, avec des résultats cliniques qui sont tout à fait prometteurs. Comme vous le savez, Maxime, le temps de la recherche est souvent difficile à réconcilier avec l'attente des patients qui ont un besoin rapide de solutions thérapeutiques à leur douleur. Ce sont des maladies extrêmement handicapantes. Je crois qu'il y a 2-3 téléspectateurs qui sont au courant. Et effectivement, et donc on a un besoin effectivement de respecter ce temps de recherche qui commence par la découverte de la molécule, son test chez l'animal, puis des essais cliniques de phase 1, de phase 2 avec une augmentation du nombre de patients. Donc ça prend beaucoup de temps. Alors on fait au mieux dans les laboratoires de l'INSERM, mais malgré tout ce temps de recherche est extrêmement long et c'est là que la Fondation intervient au travers de ce support financier, parce que le nerf de la guerre, même si il y a un côté extrêmement intellectuel à ces activités de recherche, bien sûr, le nerf de la guerre c'est quand même les soutiens financiers. Et là, on a. Et donc vous êtes soutenu par du privé via la fondation. Oui, et bien sûr par de l'académique aussi. Oui, mais vous avez aussi l'Europe et vous avez aussi le ministère. Les universités, le ministère, l'Agence nationale de la recherche. On a beaucoup de possibilités de soutien. Évidemment, c'est extrêmement compétitif. Et la France est plutôt quand même à la pointe dans ce type de recherche. Alors. On va parler des maladies rhumatismales en général. La France, dans les maladies rhumatismales, n'a absolument pas à rougir en comparaison des autres pays, ça c'est très certain. Après, sur d'autres types de maladies, la concurrence est rude à l'échelle internationale forcément. La France a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour soutenir la recherche biomédicale avec des plans notamment pour le cancer, des plans pour les maladies cardiovasculaires, des plans pour les maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire, très institutionnel, le soutien à la recherche sur les maladies rhumatismales peut-être souffre encore d'un petit manque de soutien, même si on dénote quelques améliorations ces dernières années. On mesure complètement, ce n'était pas le cas il y a peut-être une vingtaine d'années, mais on mesure aujourd'hui complètement l'impact sur la société de ces maladies rhumatismales, douleurs, handicap, des personnes qui ont des difficultés à travailler. 20 millions de personnes qui sont touchées, donc c'est pas rien. Et donc oui, là, il y a un effort à faire, je pense, d'un point de vue institutionnel. Et
nos décideurs ont la balle dans leur camp maintenant. Laurent Grange, vous êtes le coordinateur du conseil scientifique de l'AFLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatismale. C'est une association qui a été créée en 1928 et elle a été reconnue d'utilité publique sous le Front populaire en 1937. Moi, j'aimerais comprendre comment une association de patients, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les associations de patients pour arriver vers des solutions pour ces patients. L'AFLAR est une association de patients, c'est la seule à défendre les patients souffrant d'arthrose, d'ostéoporose, de mal de dos en France par exemple. Donc on agit à différents niveaux. D'abord on fait de la communication envers le public, envers le grand public, par des campagnes de communication. On a des numéros de téléphone dédiés où les patients peuvent appeler pour avoir des informations. On a des organes de communication, les sites internet, notre revue qui s'appelle Bouge ton rhumatisme. Donc tout ça, ça permet de sensibiliser un peu la population à l'impact, comment on traite les rhumatismes, que mieux on connaît la maladie, mieux on connaît les traitements, mieux on sera pris en charge. Ça, c'est le premier niveau. Après, il y a le niveau au niveau institutionnel, au niveau des instances, au niveau du ministère. Là aussi, l'AFLAR a un rôle à jouer. Alors, lobbying, c'est un grand c'est le mot. Il y a le bon et le mauvais lobbying. C'est sensibiliser nos décideurs au vrai poids de ces maladies. Par exemple, l'ostéoporose est une maladie qui est sous-traitée. 85% des patients qui sortent de l'hôpital après une fracture par fragilité osseuse n'est pas pris en charge actuellement en France, 85%. Ce qui veut dire que là, on a dû faire un travail énorme avec nos décideurs et finalement, Emmanuel Macron a mis l'ostéoporose comme une maladie prioritaire dans son plan santé 2022. Après, il y a eu le Covid, tout ça, donc ça a été un peu compliqué. Mais enfin bon, on essaye de travailler à ce niveau. Vous avez compris qu'il fallait quand même agir sur les instances gouvernementales pour que ça ait eux qui décident aussi comment on oriente, comment on priorise la prise en charge de ces pathologies. Et au niveau de l'Europe aussi, on essaye de travailler. Il faut sensibiliser nos instances européennes pour la recherche notamment, mettre de l'argent pour la recherche. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'argent sur les maladies ostéo-articulaires. On ne va pas assez loin, on ne va pas assez vite. Donc heureusement, l'AFLAR aussi, plus modestement, elle finance un peu la recherche. On a donné 300 000 € il y a quelques années suite à un leg pour la recherche contre l'arthrose via la Société française de rhumatologie par des bourses. Mais il faut aussi qu'on travaille tous ensemble pour fédérer, cristalliser le fait qu'il y ait une amélioration au final. Parce que le but, c'est quoi? C'est que les patients aillent mieux à la fin. Alors on pourrait en parler des heures, mais malheureusement l'émission ne fait que 26 minutes et je vais donner le mot de la fin. C'est pour vous, Christelle Nguyen. Moi, j'ai envie que vous m'expliquiez en quoi vraiment le sport et l'approche thérapeutique, j'ai pas envie de dire fondamentale, mais presque, pour les gens qui souffrent de ces maladies. Je crois que les différentes interventions des personnes aujourd'hui témoignent vraiment de cette importance à la fois au niveau très fondamental, scientifique. On l'a vu avec de la recherche qui nous permet d'essayer de comprendre les effets de l'activité physique sur le plan moléculaire, sur le plan biologique. Et ça, c'est une recherche qui est importante parce qu'elle est directement transférable à l'approche thérapeutique auprès des patients. Dans les maladies ostéo-articulaires, aujourd'hui, on sait que les exercices, l'activité physique sont fondamentaux et je pense que les patients, par leur contribution à la recherche, nous permettent d'avancer ces questions considérablement. Je dirais que aussi, au-delà des maladies ostéo-articulaires, ce sont des maladies chroniques qui sont souvent associées à d'autres maladies chroniques. On a un véritable rôle en portant ce message-là de prévention en santé, de prévention secondaire, tertiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter que ces maladies se compliquent, entraînent du handicap, des limitations dans les activités du quotidien. Et c'est un message qui, fort heureusement, est de plus en plus entendu aujourd'hui. On le voit porté aussi par nos institutions, mais il faut continuer de le porter, je crois, de sorte à ce que ça soit vraiment de plus en plus ancré dans nos sociétés pour que l'activité physique soit au cœur de la prévention en santé, pas seulement une fois que les patients sont malades. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et d'être venus sur notre plateau. Vous l'avez compris, faites du sport. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport Santé Technologie avec de nouveaux invités, une nouvelle thématique. Salut à tous.